Tout d'abord, merci d'être venus aussi nombreux. Je ne m'attendais pas à avoir autant de monde. Alors, Agora Énergie, Agora, la foule en grec, donc l'énergie de la foule. C'est un projet qui est né il y a 2 ans, et lorsqu'on a lancé ce projet, notre objectif c'était de récupérer l'énergie de la foule. Donc transformer le simple fait de marcher en électricité, pour produire 1 kWh propre, durable, pour alimenter des postes de consommation aux alentours. Et donc c'était vraiment l'idée de départ. On était à l'époque en 3e année à Centrale, donc en option énergie et en filière Centrale Entrepreneur. Donc c'est une énergie durable, dans 20 ans, 100 ans, on marchera toujours de la même façon. Elle est locale, puisqu'elle est produite là où on va la consommer. Et ça c'est tant mieux, parce que là où il y a du monde, souvent il y a des postes de consommation, et bien ça tombe bien, c'est là où elle est produite. Et elle est aussi locale dans le temps, à savoir, lorsqu'il y a du monde, on a besoin d'éclairer. Lorsqu'il n'y a personne, il n'y a pas besoin d'éclairer. Donc ça se synchronise, c'est-à-dire que la nuit, il n'y aura personne, mais c'est tant pis, il n'y a pas besoin d'éclairer. Donc une double localité, et ensuite elle est ludique, puisqu'elle peut susciter une interactivité avec l'usager, le piéton qui, en marchant sur la dalle, à condition qu'elle soit bien scénarisée, théâtralisée, il peut se rendre compte qu'il produit de l'énergie, il peut voir quelque chose qui s'allume, et donc se sentir acteur de sa production d'énergie, ou en tout cas se responsabiliser par rapport à l'impact qu'il peut avoir sur son environnement. Donc, on a tout de suite vu grand les espaces à forte affluence, métro, gares, aérogares, centres commerciaux, foires événementielles, mais aussi les stades de foot, les discothèques. Il y avait de l'affluence. Un endroit à forte affluence à Paris, c'est à peu près 20 000 pas par mètre carré. Si on dit qu'un pas, on peut récupérer 1 joule, on peut récupérer 20 000 joules. Reste à réussir à récupérer ce pas. Et donc là, on vise le haut du panier en termes d'affluence, à savoir les goulots d'étranglement devant un tourniquet, par exemple, dans une station de gare, ou devant l'escalator, là où les foules sont condensées. En extérieur, pareil. Alors là, on a vu large, et donc pendant 1 an, c'était un peu notre cheval de bataille, fabriquer ce dallage qui puisse produire suffisamment d'énergie pour concurrencer le kilowattheure produit par EDF, et donc sauver la planète en résolvant l'équation énergétique du XXIe siècle, à savoir on sera beaucoup plus à consommer, et du coup il faut trouver des énergies, une alternative aux énergies fossiles. Voilà un peu l'état d'esprit dans lequel on était lorsqu'on a lancé le projet. On était 2 ingénieurs, donc avec Mathieu qui était en 3e année aussi avec moi à Centrale, et donc à la rentrée de notre 3e année, on a été frappé à la porte du SPMS, pour avoir un petit bout de paillasse et pour pouvoir commencer à bricoler, faire un petit démonstrateur, etc., etc. Et donc là, on a la chance de tomber sur Brahim Kill. Je regrette qu'il ne soit pas là aujourd'hui. Donc Brahim qui nous a accueillis avec il nous a vraiment fait confiance, il nous a filé des clés, les clés des salles. Il nous a dit de ne pas trop le dire, mais je vous le dis quand même. Et on a eu un petit bout de paillasse, on est parti de loin. Je dis qu'on partait de loin parce que lorsqu'on sort de 5 ans, plutôt de 4 ans, parce qu'on était en 4e année, d'école de parcours études supérieures, études scientifiques en France, un transistor, on ne sait pas ce que c'est. On l'a vu de façon théorique, mais on ne sait pas le brancher. On ne sait même pas dans quel sens le prendre. C'est à peine si on sait manipuler un tournevis et pas plus. Et donc là, on s'est retrouvé dans un écosystème où il y avait des chercheurs, des techniciens de laboratoire, des opérateurs sur machine-outil, et une menuiserie, des électriciens, une plomberie, un laboratoire d'électronique. On a appris ce que c'était qu'un PCB, on ne savait pas ce que c'était. Et donc on s'est installé au SPMS. Pourquoi le SPMS? Parce qu'à la base, on avait quand même la volonté de faire un microgénérateur piézoélectrique. Donc matériau piézoélectrique, des charges se déforment dans le matériau lorsque je le contrains dans une certaine direction, sa direction de polarisation. Et en séparant ces charges et en les récoltant sur 2 électrodes, j'ai comme une pile, une source de tension. Et donc en faisant débiter ça sur mes charges, j'obtiens un microgénérateur. La faille du microgénérateur piézoélectrique, c'est qu'on a des tensions qui sont trop élevées, et du coup, on n'arrive pas à les récupérer avec un rendement intéressant pour les stocker dans une pile, par exemple, ou pour les récupérer sous 12 volts. Alors, on a travaillé sur différents piézos. Là, j'ai ramené quelques échantillons. Ça, c'est
vous connaissez peut-être, si vous avez démonté un ordinateur, c'est ce qui fait le bip dans les ordinateurs. C'est un dépôt de céramique piézoélectrique sur un support métallique. On excite les deux en tension, et ça vibre à la fréquence de ma tension. Voilà. Ça, c'est un matériau piézoélectrique qui, lorsqu'il se déforme, on récupère sur le plus et le moins la polarité. C'est utilisé sur ça coûte cher, 40 €, 5 centimes d'euros en Chine, et là 40 € en Allemagne. Donc on avait le choix entre différents matériaux. Alors celui-là, il ne faut pas trop le tordre, hein, sinon vous le cassez. Voilà. Et ensuite, une pastille piézo massive. Donc là, une forte densité de matière piézoélectrique. C'est là-dessus qu'on est parti. Parce que là, clairement, quelque chose qu'on déforme trop facilement, c'est que ça va pas ponctionner de l'énergie au système. Parce que si c'est trop facile à déformer, c'est-à-dire que ça va pas récupérer beaucoup d'énergie. Alors ce bidule-là, pour le déformer, il faut y aller. Si j'arrivais à le déformer suffisamment fort avec mes doigts, là, je pourrais me prendre une décharge. Mais bon, j'arriverai pas là, j'ai pas assez de force. Si je mets sous le pied, j'arriverai pas non plus à le déformer parce que c'est trop résistant. Enfin, c'est trop dur comme matériau, pardon. Et donc, notre première idée, ça a été de dire, on va créer un casse-noisette, un bras de levier, pour réussir à comprimer cette chose-là avec la force, notre poids. Et voilà, ça a été l'objet de notre premier démonstrateur, qui était en fait, et donc qu'on a breveté, donc après 6 mois, au milieu de notre 3e année, et on est parti là-dessus. Voilà, ça c'était la première version. Ça me fait toujours sourire parce qu'on galérait à faire clignoter une LED avec. Voilà. Et donc là-dedans, il y a 4 pastilles un peu comme celle que vous avez vues, pastilles céramique massive. Donc il y en a une là, une là, une là et une là. Par un jeu de boulons contraints, là, en fait, le système est contraint. Et il est un peu arqué comme ça. Et donc lorsque je marche au milieu, j'ai un espèce de bras de levier avec mon petit L sur grand L. Bref, j'ai un bras de levier de x8 qui permet de passer de mes 700 newtons, 70 kg fois gravité, 700 newtons, à 7000 newtons, ce qui est suffisant pour contraindre mes pastilles piezo. Donc voilà. Alors, on a avancé dans cette direction-là, et de ce petit bout de sol piézoélectrique, on en a fait un dallage de 12 mètres carrés qui est installé à l'incubateur. Je ne sais pas si certains ont été se balader jusque là-bas. C'est un peu hostile, hein, faire attention. Voilà. Donc ça, c'est juste dans les couloirs de l'incubateur. Donc vous voyez un damier de 12 dalles, 3 par 4, là, et qui en produit fini donne ça. Et donc là, on récupérait des milliers de volts, on faisait flasher des LED, et donc on se rendait compte de l'énergie qu'on produisait. Par contre, dès qu'on voulait chercher à stocker cette énergie, ça ne marchait pas, et dès qu'on voulait l'utiliser pour des applications autres que des LED, qui sont capables pour certaines d'encaisser des grosses tensions, ça ne marchait pas. Et à chaque fois qu'on faisait une électronique de conversion d'énergie pour abaisser la tension, augmenter l'ampérage, tout s'écroulait, toutes les charges s'écroulaient, on ne récupérait rien. Du coup, on s'est dit que c'était quand même fastidieux. On a eu une subvention de l'État de à peu près 10 000 €, pour 12 000 € pour travailler avec un prestataire en électronique qui était plus compétent que nous. Et on n'a pas réussi à aboutir. Et à cette époque-là, on a été voir aussi l'ENS Cachan qui nous a pas mal aidé pour une expertise en électronique. Mais bon, ça aboutissait pas. Et en parallèle, on s'est dit que c'était intéressant de se lancer sur la dynamo. La dynamo, donc le système le plus utilisé aujourd'hui pour faire la conversion mécano-électrique. D'ailleurs, vous avez vu la petite pastille, le buzzer, celle qui fait le bruit là, dans les ordinateurs. Dès qu'on veut faire un couplage mécano-électrique, donc j'envoie une tension, je crée une onde sonore, soit on le fait avec un piezo, soit on le fait avec une baffle, qui est ni plus ni moins le phénomène de l'induction. Donc on se rend compte que les deux grands principes de couplage mécano-électrique, c'est ou l'induction ou la piezo. Bon, il y en a d'autres, mais c'est les plus utilisés. Et donc nous, on s'est dit, piezo, on a essayé, on va avancer en parallèle sur notre direction, et puis on verra en fonction de là où on en est, pour avoir une deuxième cartouche. Et donc, on a commencé à fabriquer des petits systèmes avec des génératrices dynamométriques. Et donc là, c'est assez compliqué mécaniquement. Autant c'est très simple sur la piezo, autant sur la partie dynamo, il y a une chaîne de transmission, il y a des jeux, il y a des parties mobiles qui peuvent être dures à contrôler.
voilà, on s'est pas mal cherché, et aujourd'hui, on reste sur les trois, enfin, on reste sur les deux, bien qu'on ait mis un peu sous l'oreiller la piezo pour le moment. Mais comme le disait Jean Hubert, dans 3 ans, peut-être qu'on aura trouvé des matériaux piezo plus intéressants, et que ça vaudra le coup de continuer dans cette direction. Alors, ça c'était juste pour vous faire un état de la technologie. Là, je vais revenir un peu à la genèse du projet. Donc j'ai dit que ce sol, on avait du mal à le rendre viable économiquement parce qu'on ne récupérait pas assez d'énergie. Ne récupérant pas assez d'énergie, il n'était pas assez rentable financièrement dans le temps, à savoir les kilowattheures cumulés revendus à EDF, ne rentabilisaient pas l'investissement pour la SNCF ou la RATP, etc. Et donc, on s'est dit qu'il fallait réfléchir à des applications annexes. À savoir, on a quand même quelque chose qui est capable de produire une petite... on a une pépite technologique qui permet de produire localement de l'énergie, pas énormément, mais quand même suffisamment pour des applications qui restaient à définir. Et donc, alors, là j'ai mis des petites croix, c'est pour regarder la confidentialité. Ça, c'est différents prospects qu'on a rencontrés. Et donc, il y a eu 3 grands domaines. La domotique. La domotique, c'est l'habitat intelligent, à savoir un interrupteur sans fil qui est au mur, qui, avec la simple pression du pouce, permet d'auto-alimenter un signal pour allumer mon lampadaire, enfin mon luminaire, pardon. Et donc, c'est un système qui est autonome, qui n'a pas de pile, et qui n'a pas besoin de fil entre mon interrupteur et mon plafonnier. Donc, avec un petit piezo qu'on déforme, là, une petite plaque, la petite lamelle là, que vous avez vue, on peut envoyer une trame, enfin un signal RF pour faire ça. Affichage publicitaire, animation, la deuxième partie. C'est très simple, lorsque je marche sur la dalle qu'on a dans l'incubateur, vu que je fais flasher des LED, et ben on n'a qu'à se dire je vais mettre ces LED dans un panneau publicitaire et je vais revendre ça à ceux qui ont des panneaux d'affichage dans les abribus. Lorsque je vais marcher, il va y avoir un petit flash, mon œil va regarder le flash, et donc je vais être plus impacté par l'espace publicitaire. Du coup, l'espace publicitaire va pouvoir être vendu plus cher, parce qu'il va plus impacter le piéton. Qui dit plus gros impact, dit retombée commerciale derrière. Enfin, voilà, c'est le modèle du publicitaire. Et ensuite, on a essayé de faire de l'animation dans des stands, dans des salons, pour une boîte qui veut redorer un peu son blason développement durable, dire qu'ils soutiennent des projets d'innovation comme celui-ci. Et enfin, la troisième partie, celle qui nous intéresse le plus, et celle sur laquelle on s'est engagé, à savoir la détection de présence, rendre autonome un réseau de capteurs, des capteurs qui détectent la présence des personnes. Non pas d'une feuille morte, d'un arbre qui bouge dans le vent, mais d'un détecteur qui, lorsque je marche dessus, va détecter que c'est un piéton et que ça vaut le coup d'allumer le lampadaire, un petit panonceau pour dire que le piéton arrive sur le carrefour et que les voitures doivent faire attention aux piétons qui arrivent. Et donc, je vais faire un petit aparté sur la conclusion. Aujourd'hui, ce qu'on vend, c'est un système de détection de présence pour le milieu urbain. Ça pourrait se rebaptiser en interrupteur de la ville. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez été devant l'incubateur. Ça, c'est des photos qui ont été prises. Je ne sais pas si vous reconnaissez le bâtiment industriel. C'est un système qu'on a installé il y a 1 mois. Cette surface rouge, lorsqu'on marche dessus, elle fléchit légèrement. On ne s'en rend quasiment pas compte. Mais elle récupère un peu d'énergie, suffisamment pour envoyer un signal sans fil jusqu'à une armoire électrique qui se trouve dans le bâtiment et qui allume un spot. Voilà. Bon, on ne le voit pas très bien. Un spot d'éclairage public. Et ce spot, en fait, il éclaire l'abribus qui est là. Donc l'abribus qui est là devant, donc il éclaire comme ça. Et donc c'était juste pour avoir un abri vélo. Pour avoir un abri vélo éclairé lorsqu'on quittait le bureau la nuit. Voilà, c'était la première application. Et ce système, on l'installe dans 1 mois dans le sud de la France. On a eu un premier contrat, un premier projet pour 4 détecteurs. Donc peut-être que vous en entendrez parler dans la presse. Voilà, donc un détecteur sans fil et sans pile. Alors là, la question qui intéresse, pourquoi s'embêter avec une usine à gaz qui contient un microgénérateur, un truc au sol, on a l'impression qu'il y a du génie civil, alors qu'on peut utiliser un détecteur de présence infrarouge ou alors un capteur radio hyperfréquence. Alors, c'est la première question qu'on a posée aux industriels qui sont venus nous voir en nous disant hey, on aimerait bien installer ça dans les villes, etc. Dans le milieu urbain,
on n'aime pas les fils. C'est-à-dire que les câbles, au moment de la construction de la voirie, on enfouit les câbles, mais on n'a pas envie de revenir dessus avant 20-30 ans. Et donc, si on veut mettre un détecteur de présence, à savoir, je ne sais pas, une petite balise infrarouge, ou alors un capteur hyperfréquence, comme on a devant les garages chez vous, lorsque vous arrivez, la voiture, elle détecte, ou si l'insecte vole trop près du capteur, ça détecte aussi. Si vous voulez avoir ces petits systèmes-là, il faut les alimenter. Si on veut les alimenter, soit on tire un câble basse tension 5 volts, 12 volts, soit on met un petit panneau photovoltaïque et on met une pile aussi avec, parce qu'on ne peut pas utiliser le photovoltaïque sans pile. Ou alors une petite éolienne, mais en milieu urbain, la seule chose qui marche, c'est la cellule photovoltaïque. Sauf qu'aujourd'hui, la réponse qu'on a eue, c'est on est en train de construire la ville du futur, on veut être exigeant et on ne veut pas mettre de piles dans nos réseaux de capteurs. Et on pourrait parier que dans quelques années, il y a une norme qui dise interdiction d'avoir des piles dans le réseau de capteurs. Parce que si vous avez 20 000 capteurs dans une ville et qu'il y a 20 000 piles à changer, le jour où vous lancez votre campagne de changement, enfin le jour où il y a la première pile qui montre une défaillance, vous êtes obligé de tous les changer. Et en moyenne, une pile, on les remplace à la moitié de leur durée de vie, mais c'est juste par prévention. Enfin bref, la filière de la pile est assez compromettante pour la ville du futur dans laquelle on veut être exigeant en termes d'innovation. Donc ça, c'est la première raison. Donc pas de pile. Si on dit pas de pile, il faut forcément un câble pour alimenter mon système. Sauf qu'un câble, j'ai pas envie de refaire un travail de génie civil parce que ça vaut pas le coup. Et donc on amortit l'installation d'un détecteur comme ça par rapport à tout le génie civil qu'il faudrait s'il fallait faire un câble. Alors là, on ne s'en rend pas compte, mais en gros, il n'y a pas au sol, sur ce dallage-là, il y a 3 carottages qui font en diamètre de 50. Donc il y a très peu d'impact dans le sol. C'est-à-dire qu'on pose le dallage par-dessus et ensuite on noie un espèce de caoutchouc comme les aires de jeux d'enfants. Donc c'est peu. En fait, il n'y a quasiment pas de génie civil. C'est vraiment quelque chose qu'on pose par-dessus. La robustesse, la durée de vie, ça, on est en train de valider. Il faut que ça tienne au moins 5 ans, 10 ans. On va avoir des surprises au début, évidemment, mais c'est un peu les chantiers actuels. La résistance dans le temps avec les intempéries, l'hostilité du milieu urbain, le gel, les enfants qui vont vouloir sauter dessus. Ça peut aller vite. Donc il faut avoir quelque chose de costaud. Donc voilà, c'était la parenthèse pour dire ce qu'on fait aujourd'hui. Et je reviens sur la genèse alors du projet. Donc je disais qu'on s'était intéressé à 3 applications différentes, 3 domaines d'application, domotique, affichage et détection de présence. Et on a pris un peu de recul après un an sur ce qu'on avait. Ça faisait depuis quasiment un an qu'on était à l'incubateur. On s'est dit, on a 2 pépites technologiques, un générateur dynamo et un générateur piezo. Ce qu'on sait faire, c'est on commençait à bien connaître tous les systèmes LED, les spots à LED, etc. Et du signal radiofréquence. Et vous voyez tous les applicatifs qui peuvent en découler. Typiquement sur la coulée verte là, qui passe pas loin d'ici, si on a un détecteur qui a l'apparence d'un dodane, mais qui est extra plat, donc qui n'a pas la fonction de ralentisseur, mais qui fléchit légèrement lorsque le vélo passe dessus, et ben on peut prévenir 50 mètres plus loin, au carrefour, l'automobiliste qui est un vélo qui est passé. Et donc il y a plein d'applications pour la sécurité aussi en ville qui peuvent être intéressantes au-delà de l'éclairage public. Dans une ville, on consomme 40% de la facture énergétique part en éclairage public. C'est-à-dire qu'il y a des économies d'énergie énormes à faire. Pourquoi ? Parce que, je ne sais pas si vous êtes baladé dans pas mal de petites villes en France, vous avez des chaussées qui sont éclairées toute la nuit, alors qu'il n'y a que 4 pédros qui vont la traverser. Et c'est dommage d'envoyer nos kilowattheures par la fenêtre comme ça, alors qu'il suffirait d'avoir un système plus intelligent. Bon, après, c'est pendant les heures creuses, et donc évidemment, la nuit, on a aussi besoin d'évacuer nos kilowattheures produits, sinon nos machines tournantes en sortie de centrale nucléaire s'emballent. Mais on se rend bien compte qu'il y a quand même de l'énergie à sauvegarder. Et donc, le constat global, c'était de se dire, on va arrêter de produire de l'énergie avec notre seul piézoélectrique, mais on va permettre d'en consommer moins en ville. Et finalement, la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas.
le cinquième combustible, certains disent que le cinquième combustible, c'est l'énergie qui n'est pas consommée. Savoir parce qu'elle n'est pas consommée, elle est toujours dans nos batteries. Et donc c'est ce constat-là qui est plus intéressant. Donc, plutôt que de produire de l'énergie, plutôt que de la consommer n'importe comment, en se disant, et donc la demande augmente, il faudrait continuer à produire, intéressons-nous à la demande, et disons-nous, enfin, on va arrêter de produire on va arrêter de produire, et on va se dire plutôt qu'il faut la consommer intelligemment. Voilà, donc ça c'est un peu notre maître mot maintenant. Donc vous voyez, on a pris plusieurs virages depuis le début, depuis notre seul piézoélectrique pour objet de production d'énergie dans les gares et pour les pistes de danse, à un détecteur de présence sans pile et sans fil qui s'installe facilement, qui est facilement duplicable. Et bon, après, l'avenir nous dira ce qu'il en est. Hein. On va installer notre premier projet et on a de la visibilité jusqu'à l'année prochaine, mais on sait pas. Il y a encore pas mal d'incertitudes, notamment avec quelques verrous technologiques sur la portée, sur la robustesse dans le temps, etc. Donc voilà en image l'interrupteur de la ville, donc qui fonctionne pour les piétons, les vélos et les voitures. Tous les matins, lorsqu'on prend notre voiture, on va rouler sur notre détecteur pour le soumettre à des pressions de véhicule, pour tester sa résistance. Là, c'est pareil pour de la signalétique donc de sécurité. Alors ça, c'était le plan d'amorçage. On a participé à différents concours d'entreprise, à différents salons, notamment ici avec ST Microelectronics. Je vais dire un petit mot là-dessus. Ça a été très précieux pour nous d'être à la fois venir de Centrale Paris, pouvoir dire que c'est un projet qui est porté par des élèves centraliens. Parce que lorsqu'on participe à un concours d'entreprise, on demande les CV. Et moi, j'ai vu de la discrimination sur des projets qui étaient portés par des gens qui n'avaient pas forcément fait d'études, mais qui étaient très débrouillards et très dégourdis, et par des gens qui venaient de Centrale et qui rassuraient parce que c'était sur leur CV. Donc pour nous, c'était une force, clairement, de venir de Centrale, d'être à l'incubateur. C'est-à-dire qu'on a passé le jury de l'incubateur, et donc ça c'est précieux, c'est un coup de tampon. De dire qu'on était en étroite collaboration avec les laboratoires de Centrale. Donc là, je vais redire un mot dessus juste après. Et enfin, ces concours d'entreprise, ça nous permet de structurer un peu nos business plans. Vous voyez que là, depuis que je vous parle, ça part un peu dans tous les sens. J'espère que je ne vous ai pas perdu, mais ça a vraiment été, sur ce projet, on a été un peu dans tous les sens. Et donc ces concours d'entreprise, c'est aussi des façons de financer le projet. Aujourd'hui, on est 3 associés. On est 6 en tout, avec des stagiaires. Et on a eu la chance de toucher plusieurs dotations de concours pour vivre, pour financer nos développements. On a commencé à se payer. Alors, moi, je n'ai pas encore commencé, mais j'ai un associé qui a commencé à se payer là, au début de l'année. Voilà, enfin, c'est qu'après 2 ans qu'aujourd'hui, enfin ce mois-ci, on va tous les 3 se payer. Donc ça prend du temps. Et ce qui est dur là-dedans, c'est de tenir alors qu'on n'a pas beaucoup de ressources financières. Surtout qu'on n'a pas envie de s'endetter. On a à peine commencé notre carrière, on n'a pas envie d'avoir des dettes alors qu'on n'a pas... Voilà. Donc on a eu des subventions de l'État, comme je le disais tout à l'heure, sur la partie électronique, quelques dotations de concours. Et puis aujourd'hui, il y a donc un premier contrat avec ce détecteur qu'on installe dans le sud de la France. Voilà un peu les personnes qui nous entourent. Donc, on a quelqu'un de la famille qui nous a supportés parce que ça faisait partie aussi des personnes qui nous aidaient à survivre. Sur la partie donc chercheurs, j'en ai mis 3, j'aurais pu en mettre beaucoup plus. On a commencé donc au SPMS. Lorsqu'on s'est rendu compte qu'on ne pouvait plus avancer sur la piezo parce qu'on avait tout fait ce qu'il fallait faire et que c'était plus un problème d'électronique, on a arrêté de fréquenter le SPMS. Et en fait, ça arrivait au moment où, vous voyez, on est à peine intéressé. Ça correspondait au moment où on rentrait à l'incubateur. Et là, on s'orientait clairement vers la dynamo. Et la dynamo, c'était plus de la mécanique. Et donc, on a plus fréquenté le MSS Maths et le LISA. Sachant que lorsqu'on était au SPMS, on était encore étudiant, il fallait aller en cours. Et donc, on n'y était pas énormément. On était entre 2 coups de vent à chaque fois. Et du coup, là, pour le coup, on n'a pas pu vraiment s'intégrer
Tu disais tout à l'heure qu'on avait été exemplaire dans nos relations avec les laboratoires. Je pense qu'on l'a été après, mais pas... Enfin, on l'a été. En tout cas, je pense que ça pourrait être vrai, mais pour le coup, avec le SPMS, on était plus là par intermittence et on n'a pas vraiment eu de vie avec le SPMS. Mais c'est eux qui nous ont émancipés dans cette démarche d'aller enfoncer des portes, d'aller présenter votre dallage. On a fait la même chose avec plusieurs profs, parce qu'on s'est dit, soit on envoie un mail et faut relancer 2 fois parce qu'il n'a pas répondu, et puis au bout de 3 semaines, on a un rendez-vous, et puis on est déjà passé à autre chose. Soit on va sans prendre de rendez-vous, sans téléphoner, avec notre dallage, et puis si ça a marché, quand ça marche, ça marche. Voilà. Donc s'il y en a qu'on a gêné pendant les 2 ans là, qui se sont écoulés. Ça, c'est les concours auxquels on a participé. Donc vous voyez, il y en a eu plusieurs. Les concours, c'est qui tout double. De temps en temps, on passe 3 semaines sur le dossier et on ne gagne rien. De temps en temps, on fait juste un copier-coller d'un dossier qui était déjà fait et on gagne 3 000 €. Donc c'est des opportunités à saisir. C'est toujours dur de savoir si ça vaut le coup d'aller dans telle ou telle direction. Voilà, les subventions. Alors, subventions, j'ai mis 20 000 €, mais en fait, on n'a touché que 12 000. Il y a eu quelques articles de presse. C'est toujours intéressant de voir que sur le net, on va dire de vous que vous êtes rentré de boîte de nuit à Amsterdam avec deux amis, et qu'en rentrant en France, vous avez décidé de créer un sol qui récupère l'énergie pour les boîtes de nuit. Donc il se dit beaucoup de choses sur le net, il ne faut pas forcément regarder. Et souvent, quand il y a un article qui est pondu, il y en a 10 qui sont pondus derrière, 1 an après, sur l'article qui a été pondu. Donc on crée du contenu avec du contenu. Donc nous, on s'était un peu échaudé avec un journaliste en lui disant « mais comment est-ce que vous pouvez envoyer ça Vérifiez au moins les sources, on a un site web, on a une adresse mail, etc. » Mais bon, en même temps, ils font de la pub pour nous, c'est ça qui nous a permis d'être repérés par des prospects, des industriels, etc. Donc on ne va pas s'en plaindre. On a participé à TEDx, je ne sais pas si certains connaissent. TEDx, c'est un peu un forum sur l'innovation. Là, une petite en image. Donc ça, c'est donc après cette version-là, on a fait une dalle comme ça, qu'on a dupliqué en 12 exemplaires pour faire ce dallage-là, qu'on a recouvert avec une moquette. Donc on a l'impression qu'il n'y a qu'une seule dalle. En fait, il y a 12. Ça, c'est un interrupteur sans pile et sans fil. Donc il y a une petite cellule photovoltaïque et un piezo à l'intérieur. Donc pour maximiser la récupération d'énergie. Ça, c'était la première version de notre... c'est juste le fil qui dépasse. C'est sans fil. Pourquoi il y a un fil? Ah oui, parce que la partie RF n'était pas dans l'interrupteur. C'est-à-dire que là, c'était pour faire nos mesures de tension et puis pour avoir la sortie, pour pouvoir mettre un petit émetteur RF. Ouais, je vais vous montrer ça après. Bah tiens, tant qu'on est sur les... Donc ça, c'est ce détecteur-là. Ça, c'était la première version de notre détecteur de présence. Donc on roule comme ça, enfin on marche, on roule dans cette direction-là. Donc là, vous voyez, il faisait 10 cm. Le problème, c'était qu'il fallait excaver 10 cm dans la chaussée. En termes d'impact écologique, avec tout le génie civil qu'il y avait à faire, c'était plus du tout rentable notre affaire. Du coup, il a fallu réduire tout ça et revoir la structure mécanique. Donc ça, c'est un peu la version un peu brute de fonderie de notre générateur dynamo. Ça va vous rappeler... alors, c'est des LED qui sont assez directionnelles. Ça va vous rappeler un peu la lampe torche. On n'en est pas très loin. Si vous mettez des petits flashs comme ça sur des passages piétons, ça peut être intéressant pour un piéton la nuit de prévenir l'automobiliste si on a des LED qui sont très directives. Et donc ce micro-générateur, alors là aujourd'hui il est peut-être 10 fois plus compact que ça. Ça c'est notre émetteur radiofréquence, c'est du 800 MHz. Et il peut envoyer un signal jusqu'à 300 mètres, donc qui est auto-généré par le générateur. Et ce qu'on installe du coup dans une armoire électrique, c'est ce boîtier-là, qui est un boîtier qu'on a fabriqué, qui se clipse sur un ride-in, c'est les rails qui sont dans les armoires électriques, et avec cette antenne voilà, qui récupère le signal. Et donc là-dessus, ça donne la consigne, par exemple pour une piste cyclable ou pour une voie piétonne. Ça donne lorsque ce récepteur-là détecte le signal,
il donne la consigne à une rangée de lampadaires de s'allumer, ou de passer de 30% à 100%. Voilà, c'est un peu l'idée de la détection de présence pour l'éclairage public. Hein. Alors, ça, pour vous donner une idée des synergies qu'il peut y avoir, notre intérêt à aller dans un incubateur, à être rattaché à une école. Donc voilà, c'est résumé ici. Pour nous, l'incubateur, on est resté dans un moment, on a eu une proposition pour aller sur le boulevard Saint-Michel à Paris, parce qu'on avait participé à un concours, on avait été lauréat, et ils avaient une offre très attractive, on était au cœur de Paris, etc. On avait beaucoup hésité à y aller, ils nous filaient 50 000 €. Et on s'est dit, est-ce qu'on va réussir à développer notre projet en allant à Paris, enfin, vraiment géographiquement, c'est ce qui nous convenait le mieux. Et on s'est dit que ça n'aurait pas été viable. Rien n'est plus précieux que l'écosystème dans lequel on est, autant pour les compétences scientifiques qu'on va avoir, que pour l'émulation de la simple relation humaine que je vais créer avec les voisins. Et ça peut vous surprendre, mais dans le projet, les machinistes opérateurs sur les machines-outils ou l'électricien, qui ne fait que plugger des fils dans des trous, a autant apporté au projet qu'un expert reconnu dans son domaine scientifique. Parce que vous le sentez bien, on n'est pas du tout sur des technologies de pointe, même si ça paraît être un peu de la rupture, parce qu'on ne voit pas trop ça. Mais ça a énormément compté dans l'aventure. Et en fait, le feedback qu'on avait de toutes les personnes qu'on rencontrait, vous savez, il y a deux façons de porter un projet. Soit on le porte en tunnel, c'est-à-dire qu'on n'en parle à personne parce qu'on a peur que ça sorte. Soit on en parle, bon après il faut être un peu réaliste non plus, il ne faut pas tout dévoiler, mais on en parle pour profiter du feedback des autres, etc. Et nous, ça a plutôt été cette approche-là qu'on a eue. Et je pense que, alors l'avenir nous le dira, hein, mais c'est vraiment tout l'écosystème qui est autour des 2-3 qu'on était chez Agora qui ont fait quasiment qui ont porté le travail avec nous. Voilà, c'est important à dire. Et à chaque fois que j'ai l'occasion de parler à des ateliers ADPL de l'autre côté avec les étudiants, ou de me présenter le projet ou de faire un témoignage, je dis toujours que c'est important de faire le pas et de profiter de ces laboratoires qu'on a à 20 mètres en allant aux rues pendant 3 ans sur le campus sur lequel on est. Parce que même si on n'est pas là pour aller taper à la porte d'un chercheur en disant bon, qu'est-ce que tu as trouvé pour que je l'exploite, mais au moins pour dialoguer. En fait, c'est un échange. C'est du dialogue et ça prend du temps. Donc plus on commence, moi mon seul regret c'est de ne pas avoir commencé en première année à faire ce que j'ai pu commencer à faire en troisième année.